On va, si vous le voulez bien, donner la parole au professeur Faucheron de manière à faire une discussion globale, comme nous avons pris un petit peu de retard. En attendant la connexion, je tiens à te remercier et à souligner une nouvelle fois l'intérêt de rapprocher nos spécialités dans l'intérêt des patientes. Est-ce qu'on peut connecter le professeur Faucheron? Il est en ligne, très bien. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur Faucheron? Ça y est, c'est C'est lancé. bien, est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est vraiment un honneur de parler devant l'Académie nationale de chirurgie, et surtout après les prestigieuses présentations qu'on a eues. Et je suis vraiment ravi de participer à cette présentation. Oui. Et de parler après Denis Mukwege et Claude Dumurgier. Donc merci vraiment pour cette invitation, je suis très honoré. Je vais essayer de parler assez vite, j'avais quelques diapositives. Monsieur Faucheron, est-ce que vous pouvez lancer votre diaporama? Merci. Le voilà. Donc, je suis allé un petit peu en Afrique. On a formé dans notre service de chirurgie à Grenoble, alors que Christian Toublot était chef de service, ce chirurgien, Rachid Sani, qui est passé chez nous comme interne pendant 2-3 ans. Puis je l'ai rejoint, vous voyez, pendant 10 à 15 jours en 2006, 2007, 2008, où là aussi, on a travaillé un petit peu à Niamey, au Niger, où nous avions appris cette technique pour les cancers du rectum à l'époque. C'est l'abaissement transanal du côlon que m'avait appris Jacques Beaulieu. Je crois qu'il est là, Jacques Beaulieu, je le salue au passage. Et puis, nous avons vu, bien sûr, également quelques fistules graves, telles que celles qui nous ont été montrées dans d'autres conditions dramatiques par Denis Mukwege et Claude Dumurgier. Ici, c'était une fistule double post-obstétricale. Il y avait même à l'hôpital national de Niamey ce qu'on appelle un pavillon des fistuleuses, où ces filles étaient regroupées et on les opérait avec Rachid, qui est maintenant professeur, chef de service et doyen de la faculté. Alors, d'ailleurs, je l'ai associé à cet article qu'on avait fait paraître dans l'encyclopédie médico-chirurgicale sur le traitement chirurgical des fistules recto-vaginales, mais uniquement traumatiques. En France, en fait, les fistules recto-vaginales sont de multiples origines. Je vous ai montré quelques vues de ma série personnelle qui sont toutes toujours un peu des drames. Elles peuvent être congénitales, post-obstétricales, traumatiques. C'est une jeune fille de 17 ans qui était amputée des 2 jambes, qui s'était empalée avec une fistule recto-vaginale. Ici, on en voit beaucoup moins, des fistules recto-vaginales avec sténose rectale sur des suppositoires de véganine. Vous voyez un peu ce qu'on trouve en France. On a également des maladies de Crohn assez sévères. Là, c'est un cas qu'on va probablement publier, de fistules recto-vagino-périnéo-urétrales. Tout ça sur une maladie de Crohn. Et puis, on a encore, mais de moins en moins, des fistules radiques sur cette nécrose, par exemple ici, du bas rectum. Alors, le bilan de cette fistule recto-vaginale est assez facile. J'ai toujours tendance à dire à mes élèves ou dans les congrès que si la patiente se plaint de fuite de gaz ou parfois de sel dans le vagin, c'est elle qui a raison, même si l'examen clinique en consultation ne va pas le démontrer. Et la plupart du temps, quand même, les touchés pelviens, notamment combinés, vont permettre de confirmer la présence de cette fistule et de ses caractéristiques qu'on pourrait donner, la taille, le siège, et j'y reviendrai. Ensuite, le bilan il dépendra bien sûr de la maladie causale. On ne peut pas faire le même bilan devant un traumatisme tel qu'on les a vus en belle présentation avant moi, que lorsqu'il s'agit d'une maladie de Crohn ou lorsqu'il s'agit d'une lésion radique, où il faudra regarder si la vessie est également radique, s'il y a du grêle radique. Donc, bien sûr, ça interviendra dans la discussion de la prise en charge. La qualité de vie de la patiente, c'est également à prendre en charge en France. On a beaucoup de formes polysymptomatiques, bien sûr, par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Et donc, parfois, c'est simplement quelques petites pertes de gaz qui ne gênent pas tellement la vie courante. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il ne faut pas se lancer dans des interventions très lourdes. À l'inverse, parfois, le transit se fait pratiquement totalement par le vagin. Et puis, bien sûr, s'agissant de cas tout à fait différents les uns des autres, le bilan d'opérabilité, notamment l'âge de la patiente et son état général, interviendra dans la discussion. J'essaie d'aller vite, hein, excusez-moi, mais si vous voulez finir à temps. Le traitement, il est assez difficile. Le taux de succès dans la littérature scientifique est très variable. Et d'ailleurs, il n'y a pas de recommandation claire. Quand on fait un peu la littérature, et j'ai voulu citer un des derniers articles de l'équipe de Beaujon, qui se demande quelle est la stratégie la meilleure à proposer à ces patientes, parce que dans la littérature, on a une grande hétérogénéité des étiologies. Les fistules sont de caractéristiques variables. On reçoit notamment, nous, à Grenoble, des cas de récidive qui ont été opérés 2-3 fois auparavant. Il y a plusieurs techniques possibles pour une même fistule, et vous savez qu'on utilise souvent l'adage que quand il y a plusieurs techniques pour une même anomalie, souvent il n'y en a pas une qui est supérieure aux autres. Et puis ces séries sont souvent peu nombreuses, hétérogènes, à faible effectif, et les patientes sont suivies à court terme.
Donc voilà tout ce qui est décrit dans la littérature lorsqu'on veut regarder la prise en charge des fistules recto-vaginales. Alors, on a envie de les regrouper, c'est ça que nous avons fait dans un article que nous sommes en train de publier, en gestes temporaires, gestes curatifs et interventions de sauvetage. Il y a des gestes temporaires, par exemple la création d'une stomie d'amont lorsqu'il y a vraiment soit des douleurs assez fortes, soit un sepsis en aval. Le drainage en sétance, ce sont des interventions de bridge surgery en attendant la suivante. Les gestes curatifs, alors ça peut être suture, pose de clip, de colle, de plug, tout ça c'est décrit dans la littérature. On a publié nous-mêmes quelques cas, notamment avec la pose de clip. La transposition, on en a parlé avec le Claude Duvergier et Jean-Marie également, le lambeau de Marcius que nous réalisons encore. Transposition de Gracili, c'est quand même assez rare parce que c'est assez délabrant. Et puis, lorsqu'on a une fissure plutôt vraiment haut placée sur le vagin, on utilisera l'opération de soulaver, volontiers remplacée maintenant par la technique de Beaulieu, que Jacques Beaulieu aurait mis à l'ordre du jour pour les cancers, mais qu'on peut appliquer tout à fait là, l'anastomose colonale différée. Et puis, bien sûr, il y aura des interventions de sauvetage, notamment lorsqu'il s'agit de rectum radique ou de fistule sur maladie de Crohn très, très sévère. Donc, bien sûr, le siège de la fistule, si elle est haute, moyenne ou basse, ne demandera pas le même geste chirurgical forcément. Alors, n'ayez pas peur de cette diapositive, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire par voie basse, de la suture simple, l'injection de colle quand le trajet est fin et oblique, ce qui est assez rare dans ces fistules, la pose de plug également, la mise en place de clips, nous avons publié notre série sur 27 patientes de pose de clips au Vesco. Toutes ces interventions, si elles sont un échec, n'aggravent pas la situation. Le lambeau d'abaissement que nous avions aussi étudié à un certain moment et publié, peut être utilisé, mais là, si on a un lâchage de suture, on peut très bien avoir un orifice primaire plus important et donc elle n'est peut-être pas réalisée en premier pour les fistulettes, j'allais dire. Ensuite, il y a le lambeau de Marcius. Si on attend, je vous présenterai un petit film. On prélève le muscle bulbo-caverneux de la grande lèvre qu'on va transposer entre la face postérieure du vagin et la face antérieure du rectum après l'avoir réparé. Et puis, dans certains cas, on prend ce muscle gracilis. Voilà, j'ai fait une revue de la littérature dans l'EMC, là encore. Les gestes par voie haute, ça peut être une simple épiplastie. Lorsque la fistule est très haute, on peut la réaliser maintenant par voie oscilloscopique. On libère le grand épiplomb, on suture la plaie vaginale, parce que ça revient à une plaie, la plaie rectale, et si on peut descendre jusqu'au niveau du plancher périnéal, on va interposer du tissu autologue, qui est le grand épiplomb. Dans d'autres cas, on peut faire, on en a déjà parlé, une anastomose basse classique. Soave avait proposé ça pour une certaine pathologie chez les enfants, mais on peut tout à fait l'appliquer là. Le but est de descendre par voie haute et plutôt par voie oscilloscopique que par la parotomie actuellement. On dépasse l'orifice fistuleux, on ne dépasse pas l'orifice fistuleux, mais on agrafe le rectum juste au-dessus. Ça évite de disséquer cette région et c'est intéressant pour la conservation des nerfs, éviter les hématomes, éviter des catastrophes. Et puis, on dépouille la muqueuse du manchon rectal et on abaisse le côlon à travers cette musculeuse rectale pour réaliser une anastomose qui porte le nom d'anastomose colo-anale transrectale. Elle ne peut être que directe et dans ces cas-là, il faut protéger le montage par une iléostomie. Ce qu'on avait réalisé au Niger, et puis ce qu'on réalise, c'est cette fameuse intervention remise au goût du jour, encore une fois, par Jacques Beaulieu, à qui je rends hommage également. Elle se fait maintenant par voie oscilloscopique, et le principe est un peu comme le précédent, sauf qu'on va enlever pratiquement tout le rectum, donc ça suppose que la dissection soit assez facile, et puis on laisse dépasser cette trompe. Alors, pour une intervention de sauvetage telle que celle-là, c'est pas comme le cancer où on sectionne la trompe au bout de 5-6 jours. Là, on réalise la colectomie par voie périnéale plutôt vers le 10e, 12e jour, de manière à ce que la musculeuse du côlon, la muqueuse, la séreuse du côlon vienne faire comme un patch à la face postérieure du vagin. Et puis, on réalise le deuxième temps, qui est une anastomose colonale directe. Alors, notre étude rétrospective, qui porte sur 100 cas consécutifs de jeunes femmes, mais quand même majeures, avec bien sûr pas de fistule superficielle. Si on fait une simple mise à plat, je crois que c'est un autre problème, vous en serez d'accord. On a pris en compte les caractéristiques des patientes, de la fistule, le type de traitement chirurgical et ses suites, avec un suivi à long terme, et on a été très sévère pour le succès, puisqu'on a défini le succès comme étant une cicatrisation à 6 mois de la fistule, sans stomie bien sûr. Dans la littérature, vous voyez des fois des cicatrisations, mais la patiente porte encore une stomie, ce qui, vous l'avouerez, est quand même pas forcément un franc succès.
C'est une étude de type 3 de Jardé, donc on n'a pas besoin du consentement, mais on a demandé aux patientes de signer un formulaire de non-opposition à l'étude. Alors voilà, je vais accélérer un petit peu. 100 patientes, 26 nous étaient référées, donc elles avaient déjà eu de la chirurgie. Moyenne d'âge des femmes relativement jeunes, pas comme au Niger, mais elle a 42 ans, c'est quand même jeune en France. Le BMI, il n'y avait pas d'obèse ou pas beaucoup. La durée du traitement s'échelonne sur 84 mois en moyenne et le nombre d'interventions, 379. Vous voyez, c'est quand même beaucoup d'interventions, mais certaines étaient référées avec 4, 5, 6 interventions auparavant. Vous voyez que ça fait quand même presque 4 interventions par patiente. Alors, c'est surtout des fistules plutôt basses. Les fistules très hautes sont un peu spécifiques et d'indications particulières. Vous voyez que nos indications, c'était des post-opératoires, que ce soit une hystérectomie pour endométriose ou une chirurgie pour tumeur du rectum. Il y avait du postpartum, on a eu des maladies de Crohn et puis d'autres cas comme ça. Le résultat, alors n'ayez pas peur par la densité de ce tableau, mais juste pour vous montrer que dans cet article, et on l'a fait également uniquement pour la maladie de Crohn, c'est un autre article en cours de parution, on a séparé nos interventions chirurgicales, je vous rappelle 379 interventions chez 100 femmes, en chirurgie temporaire, il y en a 76, et en plus quelques stomies, il y en a 33. Les types d'intervention pour réparer la fistule, pour fermer la fistule, vous voyez qu'il y en avait 215, et là c'est un melting pot assez important, où vous reconnaîtrez de temps en temps des résections avec anastomose directe, des opérations de SOAV, des anastomoses différées, donc il y a vraiment toute une sorte de panel possible pour ces interventions, et quand même dans 24 cas, on a eu des stomies définitives, que ce soit par amputation, ou en laissant en place une colostomie en amont, puis la patiente se dit finalement je ne suis pas plus mal que ça, ou en réalisant une opération de Hartmann bas. Alors le taux de succès, uniquement 60% dans notre série. On a essayé de regarder s'il y avait un rapport avec l'étiologie, en fait non. En orangé, vous avez les succès et en jaune, les échecs. En fonction des étiologies, on n'a pas de différence majeure. Et quand on regarde ce tableau un peu dur à lire, il y a quand même une chose, c'est que on a volontiers des échecs lorsqu'on s'attaque à une maladie de Crohn ou lorsqu'on a une rectite radique. À l'inverse, c'est plutôt favorable dans les cas post-opératoires, mais ça ne sort pas en une analyse multivariée. La seule chose qui sort en analyse multivariée, pour aller un peu vite sur le commentaire de ce tableau, c'est en fait la présence d'une stomie chez nous dans notre série. Alors, en conclusion, enfin, ou plutôt en discussion, je dirais que cette expérience grenobloise, on insiste sur la difficulté de prise en charge, parce que ce sont des patientes jeunes, 40 ans, c'est pas très âgé, et dedans, il y a des patientes vraiment très jeunes, notamment post-obstétricales ou pour des maladies de Crohn. La qualité de vie est souvent altérée, tant par la fistule que la présence de la stomie ou la maladie initiale d'ailleurs. Vous voyez un taux de succès qui n'est pas terrible. Hein. Quand on a une intervention qui marche une fois sur deux ou un peu mieux, on n'est pas très fier, mais quand on fait la littérature, c'est un peu ce qu'on retrouve. Ça va de 42% à 95%, sachant que nous, on a un suivi médian ou moyen, ils sont assez voisins, d'environ 11 ans. Alors bien sûr, dans la littérature, on a tout ce biais-là. Je vais vous montrer une diapositive de la littérature, et c'est pour ça qu'elle est difficile à interpréter. J'accélère un peu. Ne vous reculez pas sur votre fauteuil, simplement ça pour vous dire, on a repris une douzaine de séries de la littérature datant de 2010 à maintenant, avec la plus grosse série publiée de 125 cas par l'équipe de la Cleveland Clinic Floride, et puis nous avons 100 cas avec des âges, toujours des patientes jeunes. Et puis quand on regarde le taux de cicatrisation, je vous disais sur la diapositive précédente, ça va de 45 à 90%, avec des suivis qui sont très variables, mais rarement très prolongés. Alors bien sûr, je ne pouvais pas ne pas citer notre prix Nobel de la paix, c'est vraiment énorme ce qu'il fait, j'en étais séduit, et ému et presque effrayé par moments, quand je vois qu'il traitait, vous voyez, 48 000 patientes, comme il vous l'a dit, hein, je ne vais pas le plagier, ce serait très mal fait, mais bon, il devrait entrer dans la littérature scientifique, c'est plus de la littérature, je veux dire, sociale et culturelle, et malheureusement, ça n'apparaît pas beaucoup dans les articles scientifiques, sauf celui qu'il a écrit avec Guy Bernard Cadière, où il y avait effectivement des interventions de colonel différées. Alors, si j'osais, pour terminer,
algorithme. Je dirais que dans un premier temps, il faut souvent examiner ces patientes. S'il y a un sepsis, on fait une intervention temporaire de dérivation si c'est très sévère et on met un drainage en cétone pour assécher les choses. Et puis lorsque le sepsis est jugulé ou qu'il n'y a pas de sepsis, que la patiente consulte tard, soit pour moi on a une fistule assez haut placée ou une fistule basse. Si elle est haute, c'est plutôt des interventions par voie abdominale. Et à ce moment-là, vous les avez vus, il y en a de multiples, au moins 3, le SOAV, le conal différé et puis la colorectale basse. Et si c'est un échec, on peut la refaire, ça nous arrive de le faire 3-4 fois de suite. Et puis en cas d'échec définitif, c'est la stomie terminale définitive. En cas de succès, on ferme la stomie. Lorsque la fistule est basse, on commence par un lambeau d'abaissement ou d'autres techniques qui sont apparues plus récemment. En cas d'échec, on peut refaire, mais dans ce cas-là, quand on m'adresse une patiente qui a déjà eu 3-4 tentatives locales, c'est vrai qu'on tente de faire une stomie d'abord, puis ensuite on refait un geste local. Et puis si c'est un échec, on va au lambeau de gracilis ou plutôt un lambeau de Marcius. Et si c'est un cas d'échec, on finit par une stomie terminale définitive. Alors, les points forts de notre étude, je vais passer rapidement, mais c'est effectivement le deuxième en nombre de patientes et le premier en nombre de procédures. Mais on passe encore une fois sous silence le travail de Denis Mukwege, qui devrait apparaître dans ces études-là. On a une définition assez stricte du succès. Vous voyez, il n'y a plus de stomie et il n'y a plus de fuite de gaz ou de sel par le vagin. Le suivi est quand même de 11 ans, donc on est assez ferme quand on dit que c'est un succès, même si on n'a que 40% d'efficacité, de 60% d'efficacité. Bien sûr, c'est une étude rétrospective qui est sur une longue période, donc on perd quelques données, et puis entre-temps, il y a eu des progrès techniques. Alors, je ne sais pas, Monsieur le Président, si j'ai le temps de vous présenter un film de 4 minutes sur un lambeau de gracilis, ou si vous voulez que j'aille directement à la consultation, à la conclusion. Allez-y, allez-y. Et pendant ce temps, ça me permet de dire aux gens que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des conversations et ce n'est pas toujours facile de poser ces questions par écrit. N'hésitez pas, vous levez la main et notre technicien verra votre main levée et comme ça on pourra discuter parce que je m'aperçois que j'ai eu comme souvent les yeux plus gros que le ventre et je remercie déjà Jean-Luc Faucheron, mais pour qu'il puisse passer notre fil, il n'y a aucun problème. Vas-y, Jean-Luc. Alors, il ne démarre pas malheureusement, je l'avais chargé. Ah. Il va falloir que je quitte un peu le… Est-ce que vous voulez… Je vais quitter le diaporama et essayer de la remporter. Je profite pendant qu'il démarre de rappeler que le lambeau de Marcius également est une technique utilisée beaucoup par les urologues et on l'a vu tout à l'heure. Et c'est dans la façon dont on le prend qu'on peut se poser des questions, mais on va pouvoir commenter parce que la fameuse petite artère, elle est de position extrêmement variable. Mais enfin, ce lambeau peut aller aussi bien sous la vessie que devant le rectum. Et sûrement les urologues le connaissent très très bien en tous les cas. Voilà, il est parti. C'est une femme qui avait une fistule sur la partie moyenne de son rectum et de son vagin. On m'a demandé de traiter le périnée intact. Vous voyez que le périnée est franchement intact avec un bon appareil sphinctérien et la fistule siège à 2 cm de la vulve. Il y avait eu ailleurs placé un clip au Vesco, ce clip en itinol, dont nous avons publié notre série. Donc l'intervention consiste à prélever le bulbo caverneux avec un petit peu de graisse sur le relief de la grande lèvre. On va disséquer au contact du périoste en dedans et en dehors. On va le décoller du périoste postérieur. Puis on va sectionner la partie antérieure de ce lambeau et on garde sa vascularisation qui arrive par un pédicule postérieur. Donc il reste vascularisé par ce niveau-là et puis on se propose de venir l'interposer une fois qu'on aura incisé le périnée et disséqué dans la cloison recto-vaginale. On va venir placer ce tissu autologue entre les deux sutures, d'un côté de la musculeuse rectale et de l'autre côté du vagin. Le vagin, d'ailleurs, on pourrait le laisser ouvert, voire pour les gynécologues, on peut l'ouvrir. Alors, on incise le périnée, on va s'exposer. Il y a une hémostase parcimonieuse à faire ici. Ensuite, on va soulever la paroi vaginale et on va rester bien sûr en avant de l'appareil sphinctérien anal. Il ne faut surtout pas l'abîmer. Mais je signale ici que dans certains cas où on a une incontinence anale par rupture sphinctérienne associée, on peut faire ce traitement-là et faire aussi une sphinctérographie dans le même temps. Donc, on va disséquer au contact de la paroi vaginale postérieure. Encore une fois, on peut même la fendre carrément. C'est un peu comme ça que je l'avais publié quand on avait fait un petit article pour le journal de chirurgie à l'époque, je crois en 2006. Oui, en 2006. Donc, voici la zone disséquée. Alors, vous allez voir un toucher rectal. Alors, à chaque fois, c'est pour le principe du film. On ne le fait pas lors d'une intervention. Mais pour la démonstration, on réalisera un toucher rectal pour vous montrer la taille de l'orifice primaire qui faisait près d'1 centimètre.
Donc, on passe au-dessus de l'orifice rectal. Voici ici l'orifice qui apparaît, mais du côté de la musculeuse rectale. Donc, on a une perte de substance d'environ 1 cm. Donc, on se retrouve ici avec l'orifice. Ici, l'appareil sphinctérien qui est sain. Et là, on a toute la paroi rectale qu'on va suturer de haut en bas. Ça, c'est la lèvre supérieure, qu'on va abaisser sur la lèvre inférieure. Alors, pour ma part, on fait une suture transversale par du point lentement résorbable pour vraiment fermer. Et on prend en masse, muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Donc, ça, c'est le plan postérieur de réparation. Dans certains cas, ça pourrait suffire, mais là, comme on était déjà sur une 3e récidive, on avait dit d'emblée, on partait pour faire ce lambeau de Marsus. Donc, on va suturer la musculeuse rectale, je crois que c'est le dernier point. Ensuite, on peut ou non fermer l'orifice vaginal, qui est souvent, ici, il était un peu multiple. Donc, voilà le toucher pour confirmer, encore une fois pour le film, la bonne fermeture de la paroi rectale, qui paraît assez solide. Et ensuite, on va fermer le vagin. Il y a encore pour, je pense, une petite minute. Voilà la suture transversale, qui, encore une fois, pourrait suffire en elle-même, hein, ça a été décrit. Il reste un peu de musculeuse rectale au-dessus. Et ça, c'est la paroi postérieure du vagin, donc on va la fermer. Alors voilà, les orifices vaginaux, qu'on ferme ou non. En cas de survenue d'un hématome, ça pourrait s'évacuer du côté du vagin, mais pour ma part, on essaie de la refermer. Donc on ferme cette paroi vaginale. Et ensuite, voilà, on va faire un petit tunnel à la partie postérieure du plan cutané de la grande lèvre et on va transposer le bulbe caverneux surmonté d'un peu de graisse. Ici, vous avez le muscle et ici, un peu de graisse sous-cutanée. Et le relief de la grande lèvre, je le dis maintenant, se reconstruit assez bien. Donc, sur le plan esthétique, c'est bien mieux que de prendre le muscle droit interne ou maintenant appelé gracilis. Donc, on le transpose comme vous le voyez là. Et puis, on va successivement placer quelques points pour venir le plaquer contre la musculeuse du rectum. Donc voilà le premier point, et puis je vous ferai grâce des 5 ou 6 autres. Donc là encore, on prend assez solide, on reprend à cheval sur la fermeture qui était ici. Voilà, je vous la montre avec cette pince. Donc on vient fixer un point ici, et progressivement on va le fixer de manière à ce qu'il ne se mobilise pas. C'est un lambeau assez solide, assez facile à faire, qui donne de bons résultats. Vous pourrez confirmer ça pour ceux qui l'utilisent. Voilà, le dernier point. Donc, vous voyez, ça épaissit un petit peu la cloison recto-vaginale, ça éloigne un peu la suture rectale de la suture vaginale, et puis ensuite vient le temps de la fermeture. Voilà. Et puis, je crois qu'après, vous voyez l'aspect final. Alors, évidemment, c'est un peu plus délabrant qu'une pose de plug, mais quand même sur le plan cosmétique. Alors, bien sûr, j'ai un peu honte de dire ça après les présentations qu'on a eues auparavant sur ces pauvres femmes traumatisées. Mais voilà, donc l'aspect cosmétique de la grande lèvre qui se reconstruit, qui devient symétrique au bout de 6 mois, et puis la réparation par des points simples, parce que comme le vagin est fermé, s'il y a des hématomes évacués, c'est plus simple de faire sauter un point. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci beaucoup, professeur Faucheron. Je voudrais qu'on passe quand même, on va se donner 5 très bonnes minutes pour discuter, poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour Aurélien Vénara? Monsieur, non. Alors, moi, je voudrais, Aurélien, vous féliciter parce que je crois que c'est. Le problème des LOSA est un vrai problème et vous avez eu le mérite de mettre en relation. Vous savez que c'est ma grande mission d'être l'unificateur des trous parce qu'on m'a qualifié comme ça et que j'avais écrit même un article qui s'appelait Non à la polémologie pluriorificielle. Et je suis heureux quand des urologues, des gynécologues, et je remercie Philippe Descamps d'avoir animé cette session, je sais qu'il est tout à fait branché là-dessus. Et donc, ma réponse que j'avais fait un jour à un congrès, l'EAU, on m'avait dit « Who deal with the pelvic floor ?» et qui est-ce qui doit opérer le plancher pelvien? Et j'avais répondu « Celui qui sait le faire ». Et donc là, j'ai été très content d'abord que tu présentes ce lambeau de Marsus, parce que comme je l'ai dit, c'est une chose qu'on peut également faire en urologie. Et l'important, c'est que les gens savent le faire et que je ne peux pas, en te regardant dans les yeux, puisqu'on a été pas vraiment ensemble, mais un peu décalé chez Jean Lloyd, je crois. Bon, quand on fait qu'on est interne et voire chef de clinique en chirurgie, on n'apprend pas souvent à faire ce genre de chirurgie. On l'apprend progressivement en allant chez les uns, chez les autres. Et je crois qu'en allant chez un urologue, on apprend ce que savent faire les urologues. Quand un urologue vient chez les proctologues, il apprend. Et là, je trouve que
Denis Mukwege, c'est la même chose. Il a su faire venir chez lui Kadier, que je remercie d'être en ligne. J'ai regardé également la liste de tous les gens qui étaient en ligne et je vois qu'il y a beaucoup de gens de l'académie, qui soient de droite et de gauche, et que c'était peut-être finalement, s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'était peut-être un peu dommage, parce que j'ai eu peut-être, en vous invitant tous, j'allais dire les yeux plus gros que le ventre, parce que je m'aperçois que vos exposés, je me tourne vers le vice-président, mais je crois qu'on aurait pu presque faire une journée entière sur les fistules recto, écolo, vésicales, donc je m'en excuse. J'excuse aussi parce que ça m'a fait beaucoup de peine que la pluie africaine n'ait pas permis d'avoir une connexion Cormrec avec la région de Panzi, près des lacs, et qui doit être inondée en ce moment. Je remercie aussi M. Dumerger d'être venu, d'avoir consacré son temps. Jean-Marie Collat, vous avez fait part de son expérience, c'est considérable ce qu'ils ont fait. Et je ne peux que, au nom de la Fondation de l'Académie de chirurgie et de l'Académie de chirurgie, souhaiter que tous, je ne parle pas pour toi, parce que toi, tu as encore beaucoup de perspectives devant toi, mais Jean-Marie Collat et tous ceux qui ont tant travaillé pour mettre cette chirurgie périnéale puissent être remplacés rapidement et qu'on continue. Et je remercie également Albert-Claude Benamou, qui est, je crois, je le dis presque avec une émotion dans la voix, mon meilleur porte-parole. Et je pense, Jean-Luc, que je ne vais pas dire qu'on te fera signe, mais si on peut monter ces notions de chirurgie essentielle et d'apprendre ces petits gestes, même si on doit les faire dans des conditions très difficiles en Afrique, parce que ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas la même asepsie. Je me regarde également en parlant, Gérard Pascal, il faut que les humanitaires se mobilisent pour continuer dans cette direction, et que vraiment il y a un nouveau message qui part. Et la chirurgie périnéale en est un très bel exemple, puisqu'elle associe toutes les disciplines, et peut-être que nous, en France, on est souvent un peu, j'allais dire, mono-orificiel. Et quand on voit ce qui se passe en Afrique, je crois qu'il faut être vraiment pluri-orificiel. Et je trouve que ces séances multidisciplinaires, et en plus, là, presque, j'ose pas le dire mondial, parce qu'on ne parle pas du tout en anglais, mais qu'on a vu une collaboration franco-africaine en tous les cas, et par la présence de Dumerger, j'allais dire franco-asiatique, même africaine et asiatique. Je vous remercie tous. S'il n'y a vraiment plus de questions, je crois que j'ai essayé de faire un mot de conclusion optimiste, et qu'il faut que je me tourne à nouveau vers notre président. Le président est là. Qui sera président l'année prochaine, et vers notre président actuel. Je félicite l'Académie pour essayer justement de garder cette notion à la fois pluridisciplinaire et à la fois géographique, si on peut le dire, multigéographique et mondiale, si on pouvait, en tous les cas, sûrement francophone. Et là aussi, je me retourne vers M. Dumerger. Je crois qu'il faut… Les gens ne le savent pas, tous ceux qui sont en ligne, mais ce problème de défendre la francophonie, le défaut de notre génération, c'est de ne pas avoir suffisamment bien parlé anglais, parce que je crois que la jeune génération qui monte parlera très bien anglais. C'est comme ça qu'ils pourront défendre la francophonie. C'est parce qu'ils, comme ils sont français, ils iront parler en anglais ailleurs, mais ils montreront bien que c'est la francophonie. Notre chirurgie française est vraiment… Maintenant, je suis également, si vous savez tous, beaucoup d'entre vous, notamment Vénara le sait très bien, au comité de rédaction du journal de chirurgie viscérale, qui est publié en anglais. Tout ça est très important, et tout ça me tient beaucoup à cœur, et je remercie en particulier, je vais dire très vulgairement, aussi bien les jeunes que les vieux qui ont participé aujourd'hui, et aussi notre ami Kadir, qui je crois est encore à moitié en salle d'op. Mais lui, il a un intérêt, c'est qu'avec la nouvelle chirurgie, il peut ne pas être habillé. Donc voilà. Merci à tous en tous les cas pour cette réunion. Merci encore à Philippe Descamps, et très bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie nationale de chirurgie. Je reprends très brièvement la parole pour m'associer, bien sûr, aux félicitations pour tous les orateurs qui ont parfaitement expliqué les techniques, mais par-delà les techniques, moi, ce qui m'a marqué, encore une fois, étant chirurgien orthopédie, je suis loin de ces régions anatomiques, si je puis dire, mais c'est aussi l'aspect, on va dire, social, qui fait partie d'une des missions, bien sûr, de l'Académie nationale de chirurgie. Je voudrais plus particulièrement remercier tous les collègues qui ont montré les travaux qu'ils avaient effectués sur des dizaines d'années, souvent dans la discrétion, et qui ont permis de sauver une nouvelle fois non seulement la vie, mais aussi la sociabilité des femmes africaines. Pour ces collègues, vraiment un grand merci.
Pascal Gérard a repris la parole, il a insisté sur ces faits. Je voudrais terminer en citant 2 phrases qui m'ont marqué et que l'on retrouve, qui ont été prononcées par Denis Mukwege dans son discours à Oslo pour la réception du prix Nobel de la paix, c'était en novembre 2018. Il a dit la violence macabre ne connaît aucune limite. Ça veut dire que cet homme a été touché à travers les patients qu'il a traités dans sa chair, dans son peuple, dans son pays. Et puis il a dit aussi une chose qui est tout à fait extraordinaire à travers, bien sûr, son expérience. Il n'y a pas de paix durable sans justice durable. Alors tout ça, vous allez me dire que c'est de la philosophie, mais il faut toujours terminer sur un point un petit peu philosophique, montrer que l'esprit du chirurgien ne s'en tient pas qu'à des aspects techniques, mais aussi à, on a dit, un champ d'application plus important. Donc, comme tu l'as dit, mon cher président, mon cher ami, je voudrais, Richard, te remercier très sincèrement d'avoir organisé cette séance, d'avoir su trouver un petit peu le fil conducteur entre, comme tu l'as dit toi-même, hein, ce n'est absolument pas dans ma bouche quelque chose de superfétatoire, mais entre les plus jeunes et les plus âgés qui nous ont chacun apporté leur expérience. Alors, je me tournerai parce que j'ai l'habitude. J'ai vu Aurélien que il est toujours là, il m'entend Aurélien? Oui, il peut faire oui de la tête, voilà. Que tu étais MCU-PH, tu vois, c'est bien ça? Voilà, alors je te félicite. Tous mes voeux t'accompagnent pour la suite. Je lance un cri d'appel à ton patron pour qu'il ne t'oublie pas. Voilà, c'est bien. La suite est très proche. Bon, c'est bien. Et puis, c'est parfait. Alors, je vais te faire une confidence. Moi, j'ai été l'un des derniers chefs de TP. Tu vois, c'est ce qui existait avant le grade de MCUPH. J'étais chef de TP pendant 1 an, puis je suis passé MCUPH. Mais je te rassure, c'était à une époque où tu étais probablement pas né ou à peine né. Voilà. Alors, merci encore une fois à toi, Richard. Merci à Pascal Bourret aussi. Il ne faut pas oublier la technique. C'était tout à fait parfait. Voilà. Je te rends la parole pour un dernier au revoir. On aurait tant voulu qu'on soit tous ensemble. Ça aurait été beaucoup plus sympathique. On vit quand même une période un peu troublée, extraordinaire de confinement sanitaire. On espère bien sûr qu'il sera encore le plus court possible. Enfin, avec la vaccination, il faut espérer que tout va s'arranger. Mon cher Richard, 1000 fois merci à toi et je te laisse la parole pour dire au revoir à tous nos invités. Très bonne fin de journée à tous et je ne reçois que des questions qui sont des remerciements. Merci beaucoup. Parfait. Très bonne fin de soirée. Au revoir. Merci à tous et bonne soirée.